Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de la semaine prochaine. On va commenter cette semaine largement dominée par les questions liées à l'environnement de taux aux États-Unis et aux déclarations des membres de la Fed ainsi que l'évolution des indices de prix aux États-Unis dans cette période également post-élection américaine où les équipes de transition commence à travailler et où la composition de la future administration commence à être connue, mais on a des marchés qui cette semaine ont été quand même relativement focalisés par ces questions dont nous venons de parler, déclaration de Powell, déclaration de membres de la Fed et pas mal d'indices de prix qui ont d'ailleurs fait réagir les marchés à cette fin de semaine avec une volatilité qui progresse un petit peu. On grimpe de 11% au moment où on enregistre ce podcast et on est vendredi, il est 18h. Et donc le VIX repasse au-dessus de 15 avec une progression de 11%. Alors pourquoi ce décalage en fait, pourquoi ces mouvements de marché en cette fin de semaine une des raisons, c'est déjà les indices de prix. On en parlait il y a quelques instants. Il y a eu 2 publications d'indices de prix aux États-Unis. On les surveille pourquoi ? Parce qu'on veut s'assurer que l'inflation américaine revienne bien dans la zone des 2%, comme le souhaite la Fed, et s'assurer que les projections de baisse de taux réalisées par la Fed lors de la dernière réunion de septembre, des projections dont on sait qu'elles sont trimestrielles, eh bien, faisaient état d'un certain nombre de baisses de taux sur les 2-3 prochaines années. Et les indices de prix cette semaine ont montré une image un petit peu différente. Une image un petit peu différente parce que nous avons déjà un indice de prix, alors le CPI, qui est donc une des mesures d'inflation aux États-Unis, la partie sous-jacente, qui est hors alimentation, hors énergie, eh bien, est ressorti à 3,3%. C'est en ligne avec le consensus, donc le marché s'attendait à ce chiffre d'inflation, c'est ce qui était anticipé par le consensus, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'une inflation sous-jacente à 3,3%, c'est encore à très bonne distance de l'objectif des 2%, que cela fait maintenant 3 à 4 mois que cette inflation sous-jacente CPI en variation annuelle n'a pas fait de progrès vers l'objectif, et quand on regarde par rapport à l'intégralité de la décélération depuis le pic à l'automne 2022 de la décélération de cette inflation sous-jacente, eh bien c'est la première fois qu'on a une période aussi longue, finalement un gros trimestre, sans nouveau progrès de l'inflation sous-jacente vers l'objectif. Donc ça c'était le premier élément de la semaine qu'on a commencé à surveiller. Deuxième élément, c'est l'indice des prix à la production qui lui en revanche a montré une progression plus importante que prévu. Pour la partie sous-jacente, donc toujours hors alimentation et hors énergie, on a progressé, on revient au-delà des 3%, 3,1% si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, et c'est donc un chiffre qui est supérieur au consensus, un petit peu supérieur au consensus, et aussi on a observé une révision à la hausse, plus 0,1% de plus donc, du mois précédent. Donc des prix à la production qui sont un peu plus élevés que prévu, en termes de progression en tout cas donc, et pourquoi le marché a assez peu apprécié ça ? On a vu que ça a commencé on sait que les taux américains sont déjà relativement élevés depuis quelques temps, mais ils ont continué à grimper après ces indices de prix. Pourquoi ? Parce que notamment l'indice PPI, donc les prix à la production, peuvent être un indicateur un peu avancé de ce qui nous attend d'ici quelques jours pour les chiffres d'inflation PCE. Et là, c'est un autre morceau. L'inflation PCE sous-jacente, notamment l'inflation qu'on appelle Core PCE, eh bien, c'est la mesure de référence de la Fed dans ses projections. Quand elle fait ses projections trimestrielles, elle se base sur l'évolution de l'inflation Core PCE pour définir si elle se rapproche ou pas de l'objectif. Et donc, un indice PPI qui progresse, des prix à la production qui progressent plus fortement que prévu, ça peut faire craindre, et c'est ça je pense que le marché est en train de pricer actuellement, un chiffre d'inflation PCE qui progresse plus fortement qu'attendu, sachant que là aussi on l'a déjà observé sur les mois précédents, il n'y a pas eu de progrès significatif, en tout cas sur les 2-3 derniers mois, sur l'inflation PCE sous-jacente. Donc ça c'est le premier thème. Et ensuite, cet environnement d'indice, il a été, ces questionnements en fait, qui commencent à réapparaître sur la trajectoire de l'inflation, non pas qu'il y ait un rebond à craindre, mais plutôt une forme de résilience, de persistance de l'inflation assez nettement au-dessus des 2%, finalement d'avoir une inflation qui colle en fait, qui stagne comme ça à bonne distance des 2%, mais sans pour autant rebondir, eh bien, on l'a ressenti dans les propos de plusieurs membres de la Fed. Ils sont au moins 3 cette semaine, et on parlera de Powell dans quelques instants, mais au moins 3 membres de la Fed qui ont parler de ce risque que l'inflation reste collée, sans pour autant dire c'est le risque que nous voyons actuellement, mais ils ont expliqué qu'ils voyaient moins un risque de rebond de l'inflation qu'un risque que l'inflation reste collée, alors sans occulter non plus l'idée que ça puisse continuer à faire des progrès vers l'objectif, ils ne sont pas en train de dire que l'inflation ne fait plus tout de progrès, simplement on a trouvé comme ça des phrases un peu récurrentes, et on sait que quand les membres de la Fed, quand ils sont plusieurs en une semaine à adopter une rhétorique, des éléments de langage qui sont un peu similaires, c'est que probablement il y a des
discussion que pour le moment, il y a aussi une volonté peut-être de faire passer un message au marché obligataire et peut-être aussi au marché actions, mais surtout au marché obligataire, qu'effectivement, les membres de la Fed observent, comme les analystes, comme les économistes, comme les investisseurs, observent ce qui se passe sur les indices de prix qui sont plus résilients que ce qui est attendu ces derniers temps. Et ça a été couronné, on va dire, où ça a été terminé cette série de déclarations par les déclarations de Jérôme Powell lui-même, invité à un événement en milieu de semaine, et qui a clairement indiqué que la Fed n'était pas dans une situation d'urgence pour poursuivre ses baisses de taux, que l'économie était solide et qu'en gros la Fed avait en quelque sorte de confort d'attendre si elle devait baisser les taux de manière supplémentaire. Donc vous voyez toutes ces petites phrases à la fois des membres du FOMC plus les phrases de son président ainsi que les indices de prix qui sont ou en ligne avec le consensus, mais sans marquer de progrès, ou supérieur au consensus, avec quand même un rebond depuis 2-3 mois de la progression des prix de la production, eh bien, ça a entraîné le taux 10 ans américain, la référence des taux aux États-Unis, le taux 10 ans américain. Aujourd'hui, au moment où on se parle, eh bien, on a fait une incursion au-delà de 4,5%. Ça n'a pas duré très longtemps, ça peut retomber ensuite, mais l'incursion au-delà de 4,5%, eh bien, c'est le niveau le plus élevé que nous avons observé sur le taux 10 ans depuis la fin du mois de mai. Et donc, on voit que là, ces derniers jours, eh bien, la progression des taux américains, on rappelle, le 10 ans américain, il a progressé de 90 points de base en l'espace de 2 mois à peu près. C'est un gros rebond. Et jusqu'à présent, on disait, les indices tiennent quand même pas trop mal, mais nous, dans les podcasts que je fais chaque semaine avec vous, on faisait sentir qu'on n'était pas forcément très confortable avec cet aspect-là, parce qu'on rappelle que les taux longs américains qui progressent, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça veut dire des coûts de crédit immobilier qui se durcissent à nouveau, et ça veut dire aussi des coûts de cartes, des coûts de financement pour les cartes de crédit qui se durcissent un petit peu à nouveau, et donc voire beaucoup. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les taux trop élevés, et c'est pour ça que c'est bien de voir des réactions de marché un petit peu en cette fin de semaine où là, les prises de gains commencent un peu à arriver et la volatilité repart un petit peu, parce que ça peut être les premiers signaux que si les taux venaient à rester élevés comme ça plus longtemps, eh bien ça pourrait commencer à présenter des risques pour la croissance économique via des freins supplémentaires sur l'immobilier et sur la consommation qui, on l'a vu aujourd'hui en revanche, reste toujours résiliente. Et vous voyez, c'est ça ces deux tableaux qui se télescopent un peu, c'est que la photographie à l'instant T de l'économie américaine, elle est justement très résiliente aussi. C'est ça qui a fait que les taux ont grimpé comme ça. Regardez cette semaine par exemple, les inscriptions hebdomadaires au chômage, on est retombé à 217 000. C'est le niveau le plus faible là aussi observé depuis, si je ne me trompe pas, depuis le mois d'avril ou de mai dernier en chiffres hebdomadaires. On a eu là aujourd'hui les ventes au détail aux États-Unis supérieures au consensus, un chiffre précédent qui a été révisé deux fois plus élevé, en progression 2 fois plus forte que le chiffre initialement annoncé. Donc l'économie américaine actuellement montre des signes de résilience, c'est comme ça qu'a décrit Jérôme Powell, mais de l'autre côté, on voit que les taux qui continuent de progresser, ça peut commencer à faire craindre à certains observateurs qu'à un moment donné, cette politique monétaire qui finalement ne va peut-être pas se détendre aussi vite que ce que le marché pouvait penser lors de la réunion de la Fed en septembre, et même encore lors de la réunion il y a quelques jours, et que les taux allaient peut-être rester élevés plus longtemps que prévu aux États-Unis, que la Fed peut-être n'allait pas baisser aussi vite ses taux. Et c'est ce qu'on commence à voir d'ailleurs sur les probabilités. Vous savez que le marché price des probabilités pour la baisse de taux de décembre. On est déjà en train de regarder l'échéance décembre pour la réunion de la Fed et les probabilités. Et bien après toute cette série de chiffres costauds là sur les ventes au détail, inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont donc retombées à un niveau très bas, et ainsi que tous ces indices de prix qui se redressent, et bien on a des probabilités pour une baisse de taux au mois de décembre qui commencent à arriver dans la zone des 50%. C'est-à-dire que ça commence à être, je veux dire, une chance sur deux qu'il n'y ait pas de baisse de taux. Alors vous me direz, ça c'est toujours le cas, il y a toujours une chance sur deux de ne pas avoir de baisse de taux. Mais là, la question c'est d'où nous arrivons en termes de sentiment. Le sentiment, il y a encore quelques jours, quelques semaines, était persuadé, le sentiment de marché, qu'il y aurait une nouvelle baisse de taux de 25 points de base. Là, les dernières données font planer un petit doute. Et donc, c'est ça qu'on commence à avoir. Ces probabilités en fait pour une baisse de taux en décembre, sont reparties à la baisse ces derniers jours. Et c'est ce qu'on commence à voir comme traduction sur le marché action. On voit que les marchés actions aux États-Unis, notamment la tech, la tech, alors cette fin de semaine a pas mal rendu, le S&P aussi. Alors vous me direz pas mal rendu, pas énorme, mais rend un peu par rapport à l'énorme progression qu'on a observé les mois précédents. Et c'est ça aussi le deuxième thème dont je vais vous parler, c'est un petit peu le dégonflement du Trump trade, c'est-à-dire qu'il y a eu l'élection américaine, tout ce qui a été lié à l'élection de Trump, l'aspect reflationniste, les promesses de baisse d'impôts, etc., ça fait grimper les indices sur des niveaux records dans les jours qui ont suivi l'élection. Des titres comme Tesla qui ont pris 40% en ligne droite,
tous les indices aussi qui ont marqué des records, et on voit que l'on commence à effacer une partie de ça. C'est-à-dire que comme si le marché, comme si les 4-5 jours de progression qu'il y avait eu après l'élection étaient une espèce de bouquet final, sachant, et n'oublions pas que les marchés avaient déjà beaucoup progressé avant l'élection américaine, avaient déjà anticipé en partie l'élection de Donald Trump. C'était le fameux Trump trade, la reflation anticipée. Donc les taux s'étaient déjà redressés, les indices étaient redressés, l'or grimpait aussi jusqu'à il y a quelques jours. Et là, effectivement, on voit que depuis une quinzaine de jours, l'or est en phase de correction. Tesla également, évidemment, lié entre Musk et Trump, avait énormément grimpé. Mais on voit que depuis quelques jours maintenant, Tesla est en train de corriger. Et puis on sent que là, plus globalement, ça corrige un peu partout, sur la partie tech notamment, les semi-conducteurs, voilà, toute la partie tech américaine, et même un peu au-delà, est en train de corriger cette fin de semaine. Et là, on sent que les taux commencent à poser un peu plus problème, eh bien, la perception du sentiment sur les marchés, parce qu'il faut bien aussi rappeler que quand les taux grimpent, eh bien, ça vous fait des rendements que vous pouvez avoir de manière des rendements élevés en fait. 10 ans à 4,50, ben, c'est 4,50 garanti sur 10 ans en fait. Et c'est un rendement qui est élevé. C'est un rendement qui est élevé. Et donc, à un moment donné, si les investisseurs, ce que nous on décrit depuis déjà pas mal de semaines comme un marché qui est cher, un marché action qui est cher, qui remontait à plus de 22 fois les bénéfices anticipés après l'élection, et bien avoir des rendements qui reprogressent en face de manière sécurisée, donc de l'obligataire souverain américain, très bien noté par les agences, et bien ça offre une alternative à ceux qui estiment que les marchés actions sont un peu mûrs et que on peut commencer à faire un peu de rotation, d'allègement sur cette position. Donc on voit voilà que là, pour une fois, j'ai envie de dire, depuis quelques temps, les taux qui grimpent commencent à poser un peu de problème aux investisseurs et certains commencent à prendre leur gain. Je voulais également vous parler d'autres éléments un peu plus sur l'Europe cette fois-ci. Oui, également, avant de passer sur l'Europe, pardon, les anticipations également. On a vu là, depuis à peu près 2 mois, un fort rebond des anticipations d'inflation à moyen terme aux États-Unis. Sur les anticipations 5 ans dans 5 ans, on a pris plus de 30 points de base, ce qui est beaucoup, donc, pour un chiffre d'anticipation d'inflation à moyen terme. Et ça aussi, ça compte dans le sentiment de marché, ce sentiment que, effectivement, il faudra peut-être plus de temps à la Fed pour ramener l'inflation vers les 2% et que finalement le dernier kilomètre vers le 2% d'objectif sera plus long que prévu. Et c'est ça qui est en train de commencer à impacter un peu le sentiment sur le marché action en cette fin de semaine. Côté Europe, rapidement, quelques chiffres d'emploi en Allemagne notamment qui ont montré une petite dégradation. La situation politique est assez chaotique en Allemagne. L'économie ne performe pas depuis 2 ans. Donc on commence probablement, j'ai envie de dire, l'Allemagne est peut-être en train de toucher, entre guillemets, de toucher le fond en termes de sentiments, de situation politique et économique. Et donc, est-ce qu'il commence à être temps de se poser la question de l'après, c'est-à-dire à quel moment cela va devenir un réflexe, je ne vais pas dire de survie, le terme est un peu exagéré, mais à quel moment cela va impulser finalement dans la classe politique allemande la nécessité, l'impératif de commencer à annoncer des choses de plus grande ampleur, des plans, et on pense tous évidemment au plan Draghi, ce plan qui fait son chemin, je vais dire tranquillement, mais qui a ressurgi d'un seul coup après l'élection américaine, avec évidemment la menace des taxes commerciales par la nouvelle administration aux États-Unis, avec la concurrence de la Chine également, et donc dans une croissance européenne qui est relativement, elle n'est pas mauvaise, mais qui est beaucoup moins dynamique que la croissance américaine, eh bien on sent qu'il y aurait de la place, tout simplement d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue de la nécessité pour la zone euro et pour l'Union européenne plus globalement, eh bien d'implémenter certaines parties de ce plan Draghi. Donc il faut espérer que ce qui se passe en Allemagne, qui est négatif pour l'instant, eh bien, se transforme d'ici quelques mois en choses plus positives qui permettra à la zone euro de muscler son jeu par rapport aux concurrents chinois et américains notamment. Donc les chiffres allemands restent toujours très très moyens. On a encore eu cette semaine quelques-uns vraiment pas terribles. À un moment donné, espérons que ce soit le déclencheur pour quelque chose de beaucoup plus ambitieux de la part d'Allemagne en termes d'investissement et notamment par rapport à ses partenaires, européens. On espère aussi que la France parvienne à trouver une trajectoire budgétaire aussi plus raisonnable. Et d'un côté, il n'y a pas assez de dépenses ou d'investissements, de l'autre, il y a trop de dépenses. Donc finalement, ce serait pas mal qu'on arrive à trouver une sorte d'équilibre comme ça, où là où les pays qui peuvent en faire le plus en fassent plus pour finalement venir en aide à d'autres pays de la zone euro et à soutenir finalement l'activité globale en zone euro. Une bonne nouvelle quand même sur le front du spread pour la France. En cette fin de semaine, on a un petit resserrement du spread du 10 ans français avec le 10 ans allemand, donc le spread OAT Bund, ça se resserre un petit peu, ça c'est plutôt pas mal. Et on voit aussi une petite résilience, alors c'est léger, mais on voit que les indices européens ont un petit peu mieux tenu en cette fin de semaine que les indices américains.
si ça pouvait être un peu de rotation par rapport à l'énorme sous-performance qu'on a vue de l'Europe par rapport aux États-Unis ces derniers mois, ça pourrait être pas mal. Hein. C'est, par exemple, de voir les États-Unis corriger un peu plus et une Europe sans forcément rejaillir d'un coup de 10%, mais se stabiliser un petit peu et moins baisser que les marchés américains. Ça pourrait être le signe d'un début d'un petit peu de rotation. C'est trop tôt pour le dire, peut-être trop tôt pour le jouer, mais on observe en tout cas quelques petites divergences qui s'opèrent. Ça a un peu plus baissé en tout cas sur les marchés américains cette fin de semaine que sur les marchés européens. La semaine prochaine va être relativement légère en termes de statistiques. Avant que je n'oublie, un des points d'orgue de la semaine sera probablement un rendez-vous micro, c'est-à-dire un rendez-vous de résultats d'entreprise et pas des moindres, ce seront les résultats de Nvidia en milieu de semaine. Mercredi soir, Nvidia annoncera ses résultats, c'est toujours décalé par rapport à la saison globale des résultats, mais évidemment ce sera un résultat majeur à surveiller par rapport au sentiment drivé ces derniers mois par l'intelligence artificielle et tout le sentiment que ça a infusé sur la tech américaine, mais aussi la tech européenne, hein, par exemple via les SAP ou autres en Allemagne. Donc voilà, gros rendez-vous la semaine prochaine avec Nvidia. Et puis sinon, d'un point de vue macro, il y a très peu de choses. On aura lundi une journée très, très light. Mardi, quelques chiffres sur l'immobilier américain. Mercredi, l'inflation au Royaume-Uni. Jeudi, nous aurons les quoi, j'ai un petit trou de mémoire. Il y aura quelques speakers de la Fed donc, qui vont s'exprimer. On aura également les ventes de logements existants aux États-Unis. Toujours aussi le chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage. On verra s'il est toujours aussi faible. Et ce qui est donc une nouvelle bonne pour l'emploi américain, mais qui du coup lifte un petit peu le sentiment par rapport au taux et fait un peu craindre que la Fed puisse un peu moins rapidement baisser ses taux. Donc actuellement, vu que les taux commencent à piquer un petit peu, les bonnes nouvelles macro-américaines peuvent être perçues finalement comme des mauvaises nouvelles pour le marché parce que le marché avait déjà pricé beaucoup de baisses de taux en septembre après la réunion et ensuite il avait joué le Trump trade si vous voulez, donc il avait joué un double effet, c'est-à-dire d'un côté c'est génial, je mets à la place du marché, hein, d'un côté c'est génial, Trump va baisser les impôts, stimuler l'économie, formidable, donc on achète des actions, de l'autre côté on pensait que l'inflation pouvait aller dans ce contexte de la même manière à 2% sans problème et que la Fed allait baisser ses taux, là on voit que ce sentiment est un petit peu en train de changer, donc c'est pour ça que désormais les très bonnes stats américaines peut-être peuvent devenir un peu vent contraire pour les marchés actions américains. Et on termine rapidement par vendredi, on aura tous les PMI flash pour la zone euro, la première version, hein, les PMI c'est toujours en deux temps, la version flash et la version révisée ensuite, la version finale. Donc là ce seront les PMI flash, donc la première mouture des PMI pour l'Europe, pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis. Ce sera vendredi prochain. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.